Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sortir des journées techniques sur la sous-traitance dans le domaine automobile, je reçois ce soir la présidente de l'UPIAM, l'Union nationale professionnelle de l'industrie automobile et mécanique. Mais voyons avec elle ce qu'il en est ressorti de ces journées et ce qu'elle en pense réellement. Latifa Turki-Liot, bienvenue sur Challenge. Merci. Alors, dites-nous un petit peu, je suppose que vous étiez aux premières loges de ces journées et qui ont été initiées par le ministère de l'Industrie. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti et quelle était l'idée pour organiser qui était sous-jacente à l'organisation de ces deux journées? Je pense que les journées techniques qui sont à l'initiative du ministre de l'Industrie, M. Youssef Yousfi, sont une excellente initiative. Nous avions, au sein de l'UPIAM, mis en place en octobre dernier les assises de l'industrie automobile et mécanique, qui nous ont permis en fait de regrouper l'ensemble des constructeurs et sous-traitants. Nous avons eu la capacité à les fédérer. Pardon, excusez-moi. Donc tout est parti de là. Donc nous avons rencontré le ministère de l'Industrie et des Mines pour leur suggérer la mise en place d'une conférence d'envergure qui puisse nous donner la possibilité d'y voir plus clair sur le secteur automobile, de comprendre quelle est la stratégie du gouvernement, quelle est la vision du gouvernement donc, dans ce secteur, et puis donner la possibilité aussi à nos sous-traitants de s'exprimer sur leurs attentes, sur les freins qu'ils ont aujourd'hui pour pouvoir intégrer l'écosystème automobile. D'accord, donc ça c'était l'idée qui prévalait, mais qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors, ce qu'il en est ressorti, en fait, c'est un certain nombre d'actions, de prérogatives qui ont été proposées donc, par le ministère de l'Industrie et des Mines et qu'on rejoint parfaitement puisque l'UPIAM s'était aussi se positionner sur les mêmes thématiques. Dans un premier temps, il s'agit de mettre en place un comité de sous-traitance qui donne la possibilité aux sous-traitants en fait, de rentrer en contact avec les constructeurs. Dans un second temps, travailler sur les secteurs prioritaires. Donc, quels sont aujourd'hui ce qu'on appelle les écosystèmes prioritaires dans ce secteur? En l'occurrence, nous avons, au sein de l'UPIAM, œuvré à ce que ce soit la plasturgie qui soit l'écosystème prioritaire. Dans un troisième temps, il s'agit aussi de travailler sur tout ce qui porte sur l'homologation, en fait, en règle générale, donc l'homologation des sous-traitants et l'accompagnement des sous-traitants en matière d'homologation. D'accord. Donc ce sont là des thématiques qui sont générales, qui font l'objet déjà d'un certain suivi au sein de l'UPIAM. Maintenant, il va falloir qu'on aille dans l'action, il faut qu'on avance, il faut qu'on ait du concret. Nous sommes en mars 2018, donc vous avez en dehors de Renault, constructeur automobile qui s'est implanté en 2014. Les autres constructeurs ont démarré leur production en décembre 2016. On est déjà à pratiquement 1 an et demi. Donc il devient urgent, il devient nécessaire qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir aboutir à des actions concrètes sur ces thématiques. Alors il y avait du monde pour la sous-traitance. Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats en termes de sous-traitance, candidats algériens mais aussi candidats étrangers? Qui était là? Alors, oui, il y avait beaucoup de monde. Oui, on était, je crois, 500 personnes. Il y avait déjà le ministre de l'Industrie, le ministre du Travail, un certain nombre d'ambassadeurs, bien évidemment l'ensemble des représentants du ministère de l'Industrie, l'ensemble des associations, l'ensemble des sous-traitants, les constructeurs eux-mêmes, donc qui sont aussi intervenus dans les différents panels. Alors, encore une fois, ces journées ont été réussies parce qu'on a pu fédérer l'ensemble de ces acteurs durant 2 journées pour qu'ils puissent échanger entre eux. Maintenant, on attend de voir l'aboutissement des prérogatives qui ont été décidées en clôture de ces journées et comprendre derrière quelles sont les actions qu'on mettrait en place pour pouvoir avancer. D'accord. Alors aujourd'hui, comment peut-on évaluer le volume de sous-traitance dans les véhicules qui sont produits en Algérie?
Bon, si vous me posez la question en tant que présidente de l'UPIAM, je me dois de vous dire ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, la sous-traitance automobile, elle est quand même très minime. Nous avons, je pense, à peine 7 sous-traitants aujourd'hui qui sont positionnés. Maintenant, est-ce que si on compare en fait l'Algérie par rapport à d'autres pays voisins, qui sont par exemple le Maroc, la Tunisie, la Turquie, si on essaie de comprendre un petit peu l'image du secteur automobile dans ces pays, pour vous donner une idée, la Turquie, qui a quand même 40 à 50 ans d'historique dans ce secteur, ont aujourd'hui une dizaine de constructeurs avec 4000 équipementiers installés, dont 200 étrangers. Le Maroc, qui aujourd'hui est focalisé sur un constructeur qui est Renault, donc avec l'arrivée récente de Peugeot, donc 2 constructeurs principalement, donc plus leur usine locale Somaka, vous avez 150 équipementiers, donc une quarantaine d'équipementiers de rang 1. Donc ça, c'est aujourd'hui comment fonctionne le secteur automobile. Qu'est-ce qu'on entend par rang 1 ? Alors, ce qu'on entend par rang 1, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans cette industrie, c'est une industrie qui est très hiérarchisée. Nous sommes à l'échelle mondiale, donc l'ensemble des unités de production vont alimenter leurs usines à travers le monde. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne depuis des années et de toute façon, ça ne changera pas. À partir de là, vous avez ce qu'on appelle les équipementiers de rang 1. Ce sont des sociétés qui sont des systémiers, qui sont eux-mêmes des assembleurs, en fait. Si on prend le cas, par exemple, en France, de Valeo, de Faurecia, qui vont alimenter, eux, directement les constructeurs, et ces mêmes équipementiers de rang 1 vont être alimentés par des sous-traitants de rang 2, rang 3, etc. D'accord. Il y a une hiérarchie qui est importante, et c'est pour ça que c'est important d'aller progressivement. Aujourd'hui, alors j'anticipe un petit peu sur la question que vous pourriez me poser, sur ce que nous, comment on se positionne en Algérie. Et en tout cas, c'est l'objectif que se donne l'UPIAM, en fait. C'est vraiment travailler à ce qu'il y ait une réelle assise donc automobile dans ce secteur. On ne peut pas sauter des étapes. On ne peut pas aujourd'hui, les sous-traitants locaux, ils peuvent en effet alimenter peut-être 20% du volume total d'un véhicule, donc en direct vis-à-vis du constructeur, mais on ne peut pas faire autrement que de mobiliser une hiérarchie, c'est-à-dire faire venir les équipementiers de rang 1 pour pouvoir drainer autour d'eux des sous-traitants de rang 2, etc. Il a fallu une trentaine d'années ou une quarantaine d'années pour la Turquie pour avoir aujourd'hui des sous-traitants 100% nationaux, c'est-à-dire une intégration locale à 100%. Le Maroc, pareil, la Tunisie, pareil. La Tunisie n'a pas de constructeurs, mais ce sont aujourd'hui, c'est plutôt une plateforme de sourcing vis-à-vis des autres constructeurs comme Peugeot. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous souhaitons une industrie automobile sans respecter cette hiérarchie. Les sous-traitants que nous avons aujourd'hui, ce sont des sous-traitants qui répondent à certaines attentes évidemment du constructeur, mais qui représentent peut-être 2 ou 3% de la volumétrie réelle en fait en matière de fabrication de composants. Donc quelle est l'étape que vous recommandez ? Écoutez, je dirais plutôt la démarche qu'une étape. La démarche implique plusieurs étapes. Alors nous, on a une démarche qui est de ne pas se focaliser sur des thématiques. On parle beaucoup de sous-traitance, on parle d'intégration locale, on parle de pièces de rechange, etc. Nous, on parle de filière. Donc la filière automobile, c'est plusieurs... je dirais c'est un séquencement. Donc d'abord, une première partie, c'est la production des intrants. Une seconde partie, c'est les équipementiers et sous-traitants avec la hiérarchie que je viens de vous exposer. Une troisième partie qui sont les services connexes qui existent quand même aujourd'hui, donc la réparation, etc. Et puis vous avez même une quatrième thématique qui est importante, qui porte sur le démantèlement, le broyage, etc. Donc ce sont toutes ces composantes, toutes ces thématiques qui composent la filière automobile. Donc c'est important de réfléchir filière. Ça c'est le premier point. Second point, à partir du moment où on réfléchit filière, cela suppose qu'on implique l'ensemble des acteurs de la filière. Alors, bien évidemment, vous avez les constructeurs qui sont aujourd'hui le maillon de la chaîne le plus important. Vous avez les équipementiers. Aujourd'hui, en Algérie, on n'en a pas. Donc, on a des sous-traitants de rang 3, même pas de rang 2. Donc, on doit impliquer les équipementiers, les sous-traitants, donc les associations,
pour faire en sorte qu'on définisse ensemble, justement, comment doit fonctionner cette filière. Quelle est aujourd'hui, en fait, la stratégie du gouvernement dans ce secteur? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, nous sommes aujourd'hui dans une démarche qui porte à définir un certain nombre de constructeurs, donc de concessionnaires en fait, qui aujourd'hui auraient l'agrément pour pouvoir être constructeurs, dans une démarche qui porte sur la focalisation sur le taux d'intégration, sauf que ce ne sont pas ces deux éléments qui composent une industrie. Une industrie, c'est une filière, ça prend plusieurs années, il faut au moins une dizaine d'années, et ce qui est nécessaire, c'est que en tout cas, c'est ce que nous proposons à l'UPIAM, c'est de mettre en place un contrat de filière, donc pluriannuel, qui lie l'État, les associations donc, que nous représentons au sein de l'UPIAM, les sous-traitants, avec des indicateurs industriels. Très bien. On marque une pause et on se retrouve dans un instant, le temps d'une petite page publicitaire. Entreprises et particuliers, vous vous posez des questions sur la meilleure façon de couvrir vos biens? Ne cherchez plus. Cash Assurance vous assure un traitement personnalisé, efficace et à des prix concurrentiels. N'hésitez pas, des professionnels sont à votre écoute. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur le site www.cash-assurance.dz. Cash Assurance, votre confiance et notre réussite. Voilà, retour sur le plateau pour parler de cette tentative de structuration de notre industrie automobile avec Madame Latifa Turkiliot, qui est présidente de l'UPIAM, l'Union des producteurs et industriels de l'automobile et mécanique. Hein, c'est bien cela. C'est ça. Alors, ce que je voulais... vous venez de parler d'un contrat de filière que vous avez proposé, qui lirait un petit peu tous les acteurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous a répondu par rapport à cette idée ? Écoutez, ce contrat de filière, on en parle depuis un an. Enfin, ce qu'il faut savoir au sein de l'UPIAM, c'est que nous avons proposé plusieurs plaidoiries qui ont été retenues par le ministère de l'Industrie, étant donné qu'elles ont été intégrées dans leur stratégie dans ce secteur. Si je prends le cas des équipementiers rang 1, donc l'UPIAM avait été le premier acteur à indiquer la nécessité de mobiliser les équipementiers de rang 1. Si je prends le deuxième cas, c'est la nécessité de travailler par écosystème, donc définir des écosystèmes dans le secteur automobile. Le contrat de filière, nous avons en fait eu l'occasion de faire partie de la délégation algérienne, donc avec la Banque mondiale, donc à Tunis. Nous avons donc eu l'occasion de comprendre un petit peu comment fonctionnent ces contrats de filière donc dans les autres pays africains. C'était très très riche. Donc toujours une délégation du ministère de l'Industrie et de la Banque mondiale. Et nous avons fait une publication donc, sur ce sujet en indiquant qu'il pourrait être intéressant, utile, si ce n'est nécessaire, de mettre en place ce contrat de filière qui existe finalement un petit peu partout dans le monde, et qui est par ailleurs une initiative aussi soutenue par la Banque mondiale, de le mettre en place dans le secteur automobile. Donc nous avons apporté des arguments, expliquer la nécessité de travailler sur des indicateurs industriels. D'accord. Et que vous a-t-on répondu ? Pour l'instant, nous n'avons toujours pas de réponse. D'accord. Alors, écoutez, on va parler clairement. Aujourd'hui, bon, on sent que vous êtes bien documenté, que vous avez un regard profond sur ce secteur. D'ailleurs, c'est à votre honneur parce qu'on voit peu de femmes dans ce secteur-là, la mécanique et l'automobile, qui sont généralement tenues par des hommes. Ce que je voudrais vous demander, c'est quel est votre avis? Où c'est que le bas blesse aujourd'hui? Comment on peut aller vite? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Deux questions. Est-ce qu'on peut aller plus vite et est-ce qu'on est sur la bonne voie? Et faut-il regretter toutes ces années perdues? Parce que ça fait longtemps qu'on aurait dû passer par là. Moi, je pense qu'on a fait un travail important. C'est les premières actions qui ont été menées, qui portent sur l'ouverture en fait, à d'autres constructeurs, étaient nécessaires. Pourquoi? Parce que lorsque nous avions que Renault, en fait, qui était producteur ici en Algérie, nous n'avions en tout état de cause pas la volumétrie qui nous aurait permis de créer cet écosystème automobile. C'était juste impossible. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on en était arrivé là? Donc ça fait partie du passé, comme vous le dites. On ne reviendra pas là-dessus. Il y a eu une deuxième étape qui consistait à mobiliser d'autres constructeurs. Donc nous avons les constructeurs aujourd'hui. Ils ont commencé à produire à partir de décembre 2016. Donc, indépendamment de Renault. Donc,
Ils sont 5, 10, on ne sait pas combien ils seront, mais enfin je pense que si on est... Alors justement, des cas d'industrie, est-ce qu'on le sait finalement La question est, quel est l'objectif en fait? La question, elle est là. C'est toujours le même sujet, c'est quel est l'objectif du gouvernement? Qu'est-ce qu'il souhaite faire? Quelle est sa vision stratégique? On ne décide pas un nombre de constructeurs par rapport à un nombre de concessionnaires existants. Alors, je le dis en toute clarté, on décide d'un nombre de constructeurs par rapport à une vision, par rapport à ce qu'on souhaite faire, par rapport à une volonté d'exister sur l'échiquier maghrébin. C'est ça le sujet. Si on travaille dans ce sens-là, donc je dis bien si on travaille dans ce sens-là et qu'on travaille ensemble pour dire aujourd'hui, à partir du moment où vous avez quand même des plateformes de sourcing qui existent déjà, qui sont le Maroc, la Tunisie, la Turquie, etc., pour les mêmes constructeurs qui sont implantés chez nous, qu'est-ce qu'on souhaite faire et comment on souhaite le faire? À partir de là, vous pouvez décider et du nombre de constructeurs, donc de la volumétrie et par conséquent du nombre de constructeurs, et puis même des marques de véhicules. D'accord. Et votre avis à vous là-dessus? Écoutez, mon avis, c'est que si vous prenez, je suis désolée, je reviens toujours à des cas concrets. Si vous prenez aujourd'hui le paysage économique dans ce secteur, vous avez globalement 2 groupes de pays. Donc vous avez en fait l'Iran et la Turquie, donc qui desservent le Moyen-Orient. Enfin, 2 groupes de pays qui ont une stratégie différente. Un premier groupe de pays qui, lui, a fait le choix d'avoir plusieurs constructeurs en joint venture. Un deuxième groupe de pays qui a fait le choix d'avoir des équipementiers et des sous-traitants qui se sont implantés dans une optique d'offshore, donc d'optimisation des coûts, avec 1 ou 2 constructeurs. C'est le cas par exemple du Maroc. Donc les 2 stratégies fonctionnent, mais elles fonctionnent sur plusieurs années, pas sur 5 ans, parce que là on a des volontés d'avoir des taux d'intégration sur 3 et 5 ans, mais les 2 stratégies fonctionnent. Donc aujourd'hui nous avons fait le pas de définir un certain nombre de constructeurs qui ont été validés aujourd'hui. Je pense qu'ils sont au nombre de 5, voire 6. On arrive avec une volumétrie qui est autour de 400 000 véhicules à 2022. Je pense que ces conditions sont suffisantes, je dis bien suffisantes, pour pouvoir nous permettre de créer l'écosystème automobile si toutefois, encore une fois, on travaille sur des indicateurs industriels. Donc, les indicateurs industriels sont simples. C'est les composants qu'on souhaite intégrer, qui sont de toute façon connus aujourd'hui par les différents constructeurs, la volumétrie de chacun des composants et le planning de production. D'accord. Cette stratégie est entérinée ou pas encore? De mon point de vue, non. Bon. De mon point de vue, elle n'est toujours pas entérinée. Donc on n'a toujours pas commencé. Et donc à partir de là, on ne peut toujours pas voir venir des sous-traitants ou des équipementiers étrangers de premier ou deuxième rang. Ben, tout le sujet est là. Vous voyez, on met en place des journées techniques. Et croyez-vous qu'il est rassurant quand on voit des ministres de l'Industrie qui se succèdent régulièrement, quand on voit les législations et les réglementations aussi se modifier régulièrement, est-ce que tout ça peut rassurer quant à l'avenir et peut faire venir des sous-traitants étrangers? Ce qu'on a vécu l'été 2017, et ça est assez particulier, je crois, est assez unique en Algérie. Je ne pense pas qu'on ait déjà connu un épisode aussi court de passage d'un Premier ministre et un ministre de l'Industrie. Celui qui précédait M. Bedda était resté quand même 3 ans, je crois. D'accord, mais on a aussi des ministères qui durent plus longtemps, mais qui n'apportent pas aussi. Quand on voit que les cahiers des charges mettent des années pour se pondre, on s'interroge aussi sur l'efficacité des stratégies. C'est une question de décision. Voilà. Oui. C'est une question de décision. Mais apparemment, on n'a toujours pas pris de décision. Écoutez, nous sommes une association. Une association apporte un éclairage sur les démarches les plus efficaces pour nous permettre de consolider notre écosystème automobile. D'accord. Et pour ce qui vous concerne, les décisions sont claires, la stratégie est claire. Voilà. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, quel que soit le nombre de constructeurs, qu'ils soient 5 ou 10, et j'ai même presque envie de dire 50, si aujourd'hui nous ne travaillons pas sur le fond pour pouvoir mobiliser des équipementiers de rang 1, dès maintenant, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. C'est la raison pour laquelle je vous dis, on est très très heureux d'avoir des actions qui mobilisent les acteurs de la filière. C'est vraiment une excellente initiative de la part de notre ministre de l'Industrie. Mais encore une fois, comment peut-on en effet attirer des équipementiers tout court, des sous-traitants étrangers
dans le cadre de journées techniques ou autres, lorsque, à côté, on met en place des cahiers des charges qui sont difficilement exploitables. Si vous prenez, moi je prends un cas très concret, dans le cahier des charges, on parle en effet toujours des unités de montage. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les équipementiers qui sont concernés. Donc vous prenez aujourd'hui un équipementier, il est censé aussi respecter les taux d'intégration de 15 et 40%. C'est-à-dire qu'on fait tout en même temps. C'est-à-dire qu'on va dire aujourd'hui, messieurs les équipementiers, venez vous implanter en Algérie, et en plus, à partir du moment où vous implantez, vous devez aussi vous-même alimenter vos produits finaux par des composants locaux. C'est juste pas possible. Sur le plan industriel, c'est juste pas possible. Il faut y aller progressivement. Et aujourd'hui, je pense que c'est vrai qu'on le dit et on le répète. Alors souvent, on prend des idées que propose l'UPIAM, mais en même temps, une idée va avec son mode d'emploi. Une idée, en fait, l'ensemble de ces idées répondent à une stratégie. L'objectif au jour d'aujourd'hui, c'est de sortir, encore une fois, de cette notion de taux d'intégration. On reste toujours dans ce calcul à 15, 30, 40%. J'ai envie de dire, c'est très simple. Travaillons sur un contrat avec les constructeurs. Une stratégie, un contrat et du temps. Et des indicateurs. Et des indicateurs industriels. Et bien sûr du temps, parce qu'on ne peut pas construire une industrie en se mettant la pression déjà sur les taux d'intégration. Il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire, définir le cap, le formaliser sous forme de contrat, travailler sur des indicateurs et qui soient partagés, parce que vous ne pouvez pas imposer à un constructeur un planning de production, par exemple. Le gouvernement a des attentes. Les constructeurs ont leur business plan parce l'Algérie est l'un des pays, ils ont des plateformes mondiales, d'accord, mais aussi les sous-traitants doivent être prêts. Donc ce sont ces trois composantes qui doivent être imbriquées de façon à ce qu'on puisse ensemble mettre en place un cadre qui suit une stratégie. On ne peut pas, vous savez, j'ai lu quelques commentaires, j'en avais lu un qui m'avait surpris, on fera le bilan dans 10 ans. Non, ça ne fonctionne pas sous cette forme. On ne peut pas mettre en place des actions et se dire dans 10 ans on verra le résultat. Non, il faut définir dès maintenant ce qu'on veut faire à l'échelle régionale, savoir ce qu'on veut, le partager donc avec les constructeurs, accompagner les sous-traitants pour qu'ils puissent s'insérer dans le process, d'accord ? Et puis à ce moment-là, à partir du moment où on a des indicateurs, on saura si on va dans la bonne direction ou pas. Le gouvernement est-il capable de mettre en place tout ceci seul, ou faut-il qu'il soit encore accompagné par des associations comme la vôtre, des associations qui devraient avoir le vent en poupe maintenant, puisque vous êtes au cœur de la stratégie, logiquement. Alors on est au cœur de la stratégie, on est aussi dans la clarté, on est aussi dans la transparence et on est aussi dans la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'UPIAM est une association qui existe depuis 1992. Donc elle a connu une première étape en fait qui portait sur le regroupement des sous-traitants de la SNV qui avaient leur process donc de fabrication. Hein. On passe à une deuxième étape qui porte sur l'accompagnement de l'Algérie dans sa volonté de diversification économique dans le secteur automobile. Oui. Donc à partir de là, nous sommes, oui, force de proposition et en fait, finalement, on se retrouve à répéter toujours la même chose, mais ça finit par rentrer, hein, parce que je vous dis, aujourd'hui, le cahier des charges, enfin, ils indiquent une clause sur les équipementiers de rang 1. C'est vrai qu'on ne peut... C'est toujours dans la méthode, vous voyez, donc, très bien, il faut des équipementiers rang 1, mais dans la méthode, c'est le constructeur doit mobiliser les équipementiers rang 1. Le constructeur ne peut pas imposer à ses équipementiers de venir. D'accord. Lors de ces journées, est-ce que vous avez le sentiment que tout a été dit et bien dit ? C'est une bonne question. Je pense qu'on aurait pu en dire plus sur le business plan des donneurs d'ordre. Je pense qu'il aurait été intéressant de focaliser les panels sur des présentations de la part des constructeurs sur ce qu'ils souhaitent faire, sur comment ils comptent aujourd'hui respecter les taux d'intégration, quelle est leur stratégie export en fait. Hein. Aujourd'hui on parle d'export dans le cahier des charges, vers qui ils comptent exporter, qu'est-ce qu'ils comptent exporter, puisqu'ils ont aussi une stratégie export mondiale. Donc l'Algérie fait partie de l'échiquier, mais enfin aujourd'hui comment
il se positionne avec un nouveau player qu'est l'Algérie. J'aurais personnellement, et je pense les membres aussi de l'UPIAM, auraient apprécié, je pense qu'ils d'ailleurs ils l'ont exprimé fortement le deuxième jour de ces journées, on attend beaucoup plus d'informations de la part des donneurs d'ordre aujourd'hui. Latifa Turki-Lyotte, vous avez été récemment réélue pour 5 années à la tête de cette association, union, qui est l'UPIAM. Élu, pardon. Et donc, d'où venez-vous? Comment se fait-il que vous ayez atterri dans ce domaine qui est l'automobile? Alors, d'où je viens, écoutez, je fais partie de cette fameuse diaspora. Je n'aime pas du tout le terme diaspora, mais enfin, c'est un petit peu vrai. Je suis un pur produit de l'école algérienne, déjà. J'ai quitté l'Algérie en 92, comme tant d'autres compatriotes qui ont dû quitter leur pays natal. J'ai fait un long parcours en fait dans le secteur automobile, donc en tant que directeur de marché, donc plutôt dans des domaines de l'engineering. Alors je suis revenue en Algérie pour des raisons personnelles, donc suite au décès de mon père. Et c'est vrai qu'à un moment donné, donc je dirige 2 cabinets, un cabinet de conseil et un cabinet d'engineering. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en 2014 déjà, je ne vous cache pas que je ne comprenais pas comment on pouvait parler de 30% d'intégration dans le secteur automobile, sachant que on n'en était qu'à peut-être 5-6%. Et c'est un sujet qui m'a interpellée. Donc à partir de là, on a mis en place plusieurs actions de haut niveau pour nous permettre justement un petit peu de débroussailler le chemin, voir un petit peu comment aujourd'hui l'Algérie peut travailler sur ce secteur pour pouvoir s'améliorer. Et donc j'ai eu la confiance d'un certain nombre d'opérateurs qui, comme vous, donc ont peut-être constaté, je pense déjà la conviction, la volonté, la réelle volonté de faire avancer le pays, d'apporter notre expertise, qui m'ont effectivement fait confiance et qui m'ont élue présidente de cette association, mais aussi d'ailleurs en tant que membre du bureau aussi du conseil. Est-ce que tous les constructeurs sont membres de votre association? Non, les constructeurs ne sont pas membres de l'association. Pour quelle raison? Ils ne pourront pas l'être parce qu'il faut garder un équilibre entre les sous-traitants et les constructeurs. Nous sommes une association totalement autonome. Donc nous ne sommes pas une association liée donc à une institution. Donc nous n'avons pas de subvention. Nous sommes en autofinancement total. Par ailleurs, notre objectif, c'est de représenter les sous-traitants qui soient équipementiers de rang 1, rang 2 ou rang 3 pour qu'ils aient une réelle représentativité vis-à-vis de leurs donneurs d'ordre. Très bien. Vous avez le sentiment en tout cas d'être plus écouté aujourd'hui? Ah, bien plus. Bien plus qu'il y a un an. À défaut d'être suivi encore. Ah, mais pour être suivi, il faut encore beaucoup de patience et de persévérance. Merci Latifa Turki-Lyotte. Et bon courage à l'UPIAM. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous en savez un peu plus sur la stratégie de notre nation en matière automobile, avec des décisions qui, une nouvelle fois, tardent à venir. À samedi.